Une nuit sombre, deux hommes en uniforme, 13 œuvres d'art disparues. Ce casse, parfaitement exécuté, reste encore aujourd'hui l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire de l'art. Bonjour à tous et bienvenue dans Mystère endormi, le podcast où les énigmes prennent vie. Je suis Saïf, accompagné de Chloé et Imad. Bonjour. Bonjour, Saif. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour une plongée dans l'incroyable affaire du vol de musée Isabella Stewart Gardner. Donc, on va raconter cette histoire un peu particulière, celle du vol du musée de Boston. Oui, quand j'ai entendu parler de cette histoire, tout comme vous, la première chose qui m'est venue à l'esprit, euh, c'est c'est pas que dans les films qu'on voit ça. Celle-là, c'est la réalité. Ouais. Donc, du coup, en 1990, ça a lieu le plus gros vol d'œuvres d'art de l'histoire. Le butin estimé était à 500 millions de dollars à l'époque. Mhm. Donc, n'a toujours pas été retrouvé depuis tout ce temps-là. Mais alors, comment on fait les voleurs? La porte du musée était-elle grande ouverte ou alors la sécurité était-elle complice du vol? Donc, laissez-moi... Bien, les voleurs étaient plus gênés que les policiers et la sécurité du musée. On va voir. Laissez-moi vous raconter cette histoire incroyable qui a eu lieu au musée de Isabella Stewart Gardner. Bon, avant de vous parler du déroulement du vol, je vous donne juste un petit peu de contexte. Donc, le musée a été construit sous l'ordre de la collectionneuse d'art Isabella, dans le simple but d'abriter sa collection personnelle. Ce musée a ouvert ses portes au début des années 1903. Madame Gardner, quant à elle, continuait d'élargir sa collection d'art et de l'organiser comme il se doit dans son musée, et ce, jusqu'à son décès en 1924. Dans son testament, et concentrez-vous ici sur son testament parce qu'il y a des choses bizarres dans son testament. On peut d'ailleurs voir une chose très importante. Elle stipule que la disposition de ses œuvres ne doit surtout pas être modifiée et aussi surtout qu'aucun objet de sa collection ne doit être vendu. Donc ce musée continue d'exister, prospère pendant de longues années, mais en 1980, il se retrouve dans une situation financière très compliquée, qui malheureusement fait qu'il est de moins en moins entendu. Du coup, il manque plusieurs choses, que ce soit un système de climatisation, une police d'assurance convenable pour le musée, mais aussi pour les différentes œuvres présentes à l'intérieur. Et il manque par-dessus tout, c'est un système de sécurité un peu plus récent, surtout qu'en 1982, la police découvre qu'un gang de Boston prévoit de cambrioler le musée. En 1982. 82, oui. OK. Donc, en apprenant la nouvelle, le conseil d'administration décide de faire l'installation d'un système de sécurité bien plus performant qu'avant. Pour ça, il faut installer 60 détecteurs de mouvement infrarouge dans les galeries. Puis un système de vidéosurveillance avec 4 caméras placées autour du bâtiment. Et il décide aussi de renforcer le nombre d'agents de sécurité. Par contre, il n'avait pas du tout le budget pour mettre des caméras à l'intérieur du musée. Point d'exclamation. OK. Donc, on a des capteurs de mouvement autour des pièces, mais pas de caméra à l'intérieur. Mhm. Ça, c'est OK. déjà bizarre. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi quelques problèmes qui sont toujours là, notamment si un incident avait lieu dans l'enceinte du musée, pour appeler la police, depuis l'intérieur, il fallait appuyer sur un bouton qui était situé dans le bureau de sécurité.
mais aucun autre moyen possible pour appeler la police. Il n'y a pas de téléphone, il y a juste un seul bouton. Il y a un seul bouton, puis tu as une ligne directe avec la police, puis tu leur dis « Ah, Ouais. on vient de nous voler. Donc, si tu n'étais pas dans la pièce des agents de sécurité, Ben, tant pis. c'est » Non, un vraiment bon des musée, ch- ça. Vraiment des choses bizarres. Alors, euh, bien évidemment, s'il n'y avait... Ah, ça c'est autre chose. Donc, il y a un autre système qui est installé dans la plupart des musées, c'est que euh, les agents de sécurité doivent appeler la police chaque heure. Si la police ne reçoit pas un appel d'un musée X Alors, à l'heure précise, ils débarquent quelques minutes plus tard. Ils sont là. Donc, ils doutent s'il y a un truc qui se passe. je pense que dans cet musée, il n'y avait pas cette option. Il n'y avait aussi. pas cette option pour ce musée-là. OK. OK, donc, les années passent, mais toujours pas de signe de gang qui voulait faire un cambriolage en 1988. Je vous rappelle que tout à l'heure, suite à une menace de cambriolage, donc, 1982. le conseil d'administration a fait comme des rénovations, installé... A renforcé la sécurité un peu. Renforcé, entre guillemets. Ouais. Pas Ok. du tout. Donc, un consultant de sécurité vient pour examiner les dispositions que possède le musée. Il dit qu'ils sont quasi équivalentes à d'autres musées, mais qu'il faudrait quand même faire quelques améliorations. Euh, euh, je vais rentrer dans les détails. Je voulais éviter un peu quelques détails, mais je pense qu'ils sont... Mais les vraiment- détails les plus importants ce qu'on a eu, genre comme le musée n'était pas vraiment en sécurité, il n'y avait pas vraiment genre comme Ouais. des caméras ou des détecteurs de mouvement, c'est pour ça. Ok. Ça, c'est le plus important. Ouais. Le problème, c'est que le testament de Madame Gardner, c'est qu'il impose des choses, genre, il est écrit dans son testament qu'on ne peut pas faire comme une rénovation majeure Dans le musée. dans le musée. Genre un peu comme pour préserver comme l'aspect historique, genre. Oui, et elle a d'autres raisons peut-être. Genre, tu peux pas comme monter un mur pour renforcer la sécurité d'une chambre ou entre les étages. C'est ça ce que j'ai compris par rénovation majeure. Rénovation Ok. majeure, c'est-à-dire monter un mur. Donc, tu vas Donc, séparer ils peuvent, genre, genre, deux chambres, tu vas comme faire une porte, Ajouter blinder. une pièce. C'est ça. Ok. Mhm. Donc maintenant, vous avez un peu le contexte. On va passer directement à la date importante de l'histoire, le soir du vol des œuvres. Donc nous voilà rendus dans la nuit du 18 mars 1990, 18h30. Donc plusieurs personnes sont en train de rentrer de la Saint-Patrick. Puis certains aperçoivent deux hommes qui sont visiblement des policiers, vu qu'ils sont en uniforme, en train d'attendre dans une voiture gardée sur Palace Road, à quelques mètres de l'entrée latérale du musée, qui est l'entrée des employés à l'intérieur du musée. Il y a deux agents de sécurité ce soir-là, Richard Abath, alias Rick, un veilleur de nuit qui est là depuis quelques années, et Randy Stand, qui a été engagé il y a un an, mais qui fait sa grande première dans l'équipe de nuit. Donc oui, comme vous pouvez le constater, ils ne sont pas beaucoup. Ouais. Mais j'ai une question, est-ce que genre, comme vous voyez ça, logique, dans un musée d'œuvres d'art, il y a juste des agents de sécurité? Je me posais la même question. C'est peu. Donc, dans la politique de sécurité du musée, il y a un protocole pour l'équipe de nuit. Un veilleur doit patrouiller dans la galerie, tandis que l'autre doit rester assis au bureau de sécurité pour regarder les caméras. Je rappelle, les caméras de l'extérieur, pas de l'intérieur. Parce Il n'y qu'on avait n'a pas de caméra à l'intérieur. Ouais.
Il y a juste les détecteurs de mouvement. Ouais. Et les deux agents échangent leur rôle durant la soirée. Ok, donc la première patrouille de Rick, plusieurs alarmes incendie se déclenchent dans différentes salles. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'en fouillant les pièces, il ne va voir ni feu ni fumée. Il décide donc d'aller au bureau de sécurité et là, Randy lui dit que le panneau de commande n'arrête pas d'afficher la présence de fumée dans plusieurs pièces. Mais Rick lui dit qu'après avoir fait le tour du musée, il n'a absolument rien vu. Les deux agents donc, de sécurité se disent que c'est juste un dysfonctionnement. Juste un panne dans le système. Ok. Et ils décident de fermer le panneau de sécurité. Oh. Ok. Donc, Rick retourne donc faire sa patrouille, mais juste avant de terminer sa ronde, il fait un petit arrêt à l'entrée latérale. Il va ouvrir brièvement la porte et la refermer quelques minutes après. Oui, bon, il n'a pas dit dans l'investigation, il n'a pas dit. Mais c'est quasi sûr qu'il allait fumer un club. Mais j'ai entendu, genre, je sais pas ce que c'est des rumeurs ou c'est des vrais, genre, comme il a dit, c'est juste, il l'a fait pour assurer que la porte, elle est bien fermée. Genre, Ouais, comme moi c'est juste aussi, genre, j'ai comme entendu ça. une technique, j'ouvre la porte et je la ferme. Comme quoi, genre, comme, c'est juste pour assurer que la porte est fermée. C'est et il un y a peu d'autres- comme l'équivalent de barrer ton char puis de tirer sa poignée Ouais, après. C'est ça, presque comme ça, ouais. Oui, mais si tu vas checker une porte, il faut l'ouvrir, tu dois la fermer, ça dure 10 secondes. Ouais. Maximum. Mais là, on parle Même de pas. minutes. Donc, je pense que c'est un. Peut-être après, plus tard dans l'histoire et dans l'investigation et les pistes, peut-être ça peut mener à quelque chose. Mhm. Mais tu ouvres une porte, quelques minutes après, tu la fermes. Donc, pendant C'est ce un temps-là, signal. peut-être un signe que quelqu'un a On- pénétré on au est prêt. musée en ce moment-là. On va voir. Hum, donc, et c'est ça le truc, c'est que quand il a ouvert cette porte-là, il n'a pas averti son compagnon Randy. Oh. Randy n'a pas Normalement. dit que, il n'a pas confirmé l'histoire. Donc, il a caché cette information. Ouais. Randy, son... Normalement, il devrait l'aviser. Ouais. Mhm. Donc, là, Rick termine sa tournée, retourne au bureau de sécurité vers 1h du matin pour que Randy commence à faire sa patrouille. À 1h20, les deux policiers qui étaient toujours dans leur voiture mettent le contact et vont se garer juste devant l'entrée réservée aux employés. Ils sortent de leur voiture, ils vont sonner à l'interphone du musée qui les connecte directement avec Rick. Là, il les explique qu'ils sont de la police. Qu'ils ont été appelés pour un tapage nocturne et que par conséquent, ils doivent rentrer dans le musée. Rick, dans sa tête, il se dit bah, c'est bizarre, mon collègue ne m'a rien dit. Mais bon, c'est peut-être quelqu'un qui a un peu abusé de la Saint-Patrick et qui a dû escalader la clôture en plus. En plus de ça, il regarde la caméra qui donne sur l'entrée des employés. Il voit que les deux hommes ont bel et bien un uniforme de policier. Donc ça confirme l'histoire. 4 minutes plus tard, à 1h24, il laisse donc les deux hommes rentrer dans le musée. Ils se retrouvent alors dans le hall, à quelques mètres du bureau de sécurité. Et justement, ils vont aller voir Rick, lui qui est tranquillement assis derrière son bureau, mais sans passer par 4 chemins. Les deux policiers lui demandent s'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur du musée. Rick, à ce moment-là, il est un peu surpris. Il dit que oui, il y a bien une autre personne. Et là, direct, les deux hommes disent que le deuxième agent de sécurité doit impérativement venir dans le bureau. Ça commence l'histoire. Ouais, donc Rick se dit, bah ok, ça marche. Il appelle Randy avec son talkie-walkie. Mais pendant qu'il est en train d'appeler son collègue, il remarque une chose, c'est que le plus grand des deux policiers semble avoir une moustache totalement fausse. Sauf que le plus petit des deux policiers remarque que Rick regarde son collègue avec insistance.
Et d'un coup, il lui dit, on a un mandat d'arrêt contre toi, donc tu te lèves et tu nous donnes ta pièce d'identité tout de suite. Rick, à ce moment-là, il est totalement dans le flou. Il ne comprend pas trop ce qui est en train de se passer. Mais pour autant, il s'excuse. Et en se levant, il s'éloigne donc du bureau où c'était le fameux bouton pour appeler la police. Le petit policier va alors le plaquer contre le mur, le menotter, mais il ne va pas le fouiller pour autant. Et c'est à ce moment-là que Rick commence à comprendre ce qui est en train de se passer. C'est des fausses policiers. Ouais. Donc, Randy arrive dans la pièce au moment même, au même moment, pardon, mais le grand policier le plaque aussi sur le mur et le menotte. Une fois les deux agents de sécurité neutralisés, les deux policiers, qui étaient évidemment les voleurs, révèlent leur véritable intention. Donc, les voleurs enroulent la tête des agents avec un ruban adhésif. Ils les conduisent ensuite en sous-sol du musée, puis pour les menotter, un tuyau et un plan de travail, ce qui est assez impressionnant. Dans tout ça, c'est bien organisé. Ouais. Mais tu vas voir après. Ils paraissent maintenant qu'ils sont organisés. Mais plus tard dans l'histoire, tu vas voir, ils ne sont pas organisés. Ils savent pas. C'était genre comme juste comme par hasard. Non, mais ils sont pas pros. Donc, au moment où les agents de sécurité ont été neutralisés, il s'est passé moins de 15 minutes. Donc, vers 1h35, les deux cambrioleurs remontent les sous-sols parce que, oui, rappelez-vous, le musée n'avait pas assez d'argent pour mettre des caméras à l'intérieur. Pour autant, il y a environ 60 détecteurs de mouvement qui ont bien enregistré les pas de voleurs. Et c'est seulement à 1h48 qu'on voit leur premier pas, soit 13 minutes après avoir neutralisé les deux agents. Donc, dans les systèmes d'enregistrement des détecteurs de mouvement, on détectait les pas genre comme en retard. Voilà. Donc, 13 minutes après avoir neutralisé les agents, c'est là qu'on est commencé à voler. C'est là quand les détecteurs de mouvement ont capté les pas des voleurs. Voilà. Ils sont rapprochés, genre des tableaux, puis les offres. Qu'est-ce qu'on a volé? Des œuvres d'art. OK. Donc, 13 œuvres d'art. 13. Je vais nommer quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns. Mais il y en a des œuvres qui datent du 16e, du 15e siècle, 18e siècle. Genre le concert de Jonas Vermeer, le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, paysage avec un obélisque de Govert Flinck, chez Tortoni de Edouard Manet. Il y en a des œuvres qui valent des centaines, des millions de dollars. Ouais, l'estimation, c'est genre comme 13 œuvres d'art qui coûtent 500 millions de dollars. C'est un chiffre incroyable. Oui. Donc, vient alors le moment où ils sortent les œuvres à l'extérieur du musée. Puis ils ont pris combien de temps pour tout voler, pour les faire sortir? OK. Donc, la porte extérieure du musée, ils l'ont ouvert à 2h40. 2h40, donc c'est genre comme... La dernière ouverture a lieu à 2h45. Donc, au total, le cambriolage n'aura duré que 1h31 minutes. 1h31 minutes. C'est ça. Ben, si on compte les 13 minutes pour neutraliser les agents. Les sécurités. Oui. Donc, ça fera 1h18. C'est genre... 1h18. C'est ça. Donc, là, vous vous dites certainement que de toute façon, on va vite les retrouver avec les images des caméras, mais bien pas vraiment. On en parle juste après environ 4 heures, après les événements, vers 6h45. L'équipe de sécurité qui est là pour prendre le relève arrive très vite. Ils vont se douter que quelque chose qui cloche. ne va pas.
Donc, ils n'arrivent pas à avoir un contact avec l'intérieur pour pouvoir rentrer les agents. Donc, les agents qui vont prendre leur relève appellent le directeur de la sécurité. Donc, il arrive en seulement quelques minutes. Donc, premier réflexe, appeler la police. Plusieurs patrouilles viennent au musée et se mettent à fouiller le bâtiment. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont trouver Rick et Randy toujours attachés dans le sous-sol. Donc, 4 heures après. ouais. Donc, quand les enquêteurs et les experts en œuvre d'art arrivent sur place, quelque chose va les intriguer dans le butin. C'est que les voleurs ont emporté, et il y a certaines peintures très précieuses, mais aussi des œuvres avec très peu de valeur. L'intrigue va commencer. Ah. Donc, c'est le cas, par exemple, d'un tableau de chinois, excusez-moi si je le prononce bien, mais aussi du Florent d'Aigle, alors qu'en soi sont passés à côté d'œuvres avec bien plus de valeur. Exemple, l'œuvre de Raffaello Sandro Botticelli ou encore Michelin. En plus de ça, en aucun moment les travailleurs, les voleurs, Les travaillent, ils travaillent. Donc, en aucun moment les voleurs sont allés au 3e étage. Oui, les plus chères œuvres d'art, je pense. Yes. Parce que là où il y a l'un des tableaux les plus précieux de la ville, le fameux Le Rap d'Europe. Tableau qui, à lui seul, estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Un seul tableau, peut-être qu'il vaut... Les 13 œuvres d'art qu'ils ont volées. Exactement. Donc, en vue de la sélection des œuvres et de la manière brutale avec laquelle les voleurs les ont manipulées, les enquêteurs déduisent donc qu'ils ne sont pas à faire avec des experts de vol d'œuvres d'art. Des amateurs. OK. On va parler suspect. Qui peut-être... Est-ce qu'il y a des complices? Ils ont fait ça seuls? Programmé? euh, Moi, je dirais genre comme des œuvres d'art, c'est sûr, ils savent bien là, ce qu'ils vont voler. Là. Parce qu'un voleur amateur ou qui n'a pas d'expérience, c'est sûr, il va braquer genre comme une banque, il vole de l'argent. Mais pour les œuvres d'art, je sais pas. Dans ma tête, moi, je dirais ils savent bien ce qu'ils veulent prendre et c'est bien ce qu'ils veulent prendre parce qu'il y a des gens genre comme qui travaillent pas seuls, qui volent pas seuls. Il y a des gens derrière eux qui volent pour eux et Une les équipe. payent. Ouais. Toute une équipe, Moi, ouais. j'ai vu en quelque part qu'il y avait un tableau, je me rappelle plus lequel spécifiquement, mais qui avait été enlevé du cadre, comme s'ils voulaient le voler, puis qu'au final, ils ont juste fait, ben non, on va le laisser là, genre. Fait que moi, ça me laisse plus à penser que, genre, ils avaient pas prévu ce qu'ils allaient voler, puis qu'ils se sont juste dit, ben, on va rentrer puis voler ce qu'on voit, tu sais. OK, donc ils ont enlevé le tableau. Ils Ouais, l'ont ils ont décroché. Non, Ben, ça, ils c'est ont, pas beau. ben, ils ont Ils l'ont laissé là. Ils ont décroché le tableau du mur, ils l'ont sorti du cadre, puis au final, ils l'ont juste laissé à côté du cadre, puis ils ont pu toucher avec. Tu sais, ils sont pas partis avec, là, tu sais. Mais genre, Ouais. pourquoi tu sortirais du cadre? Tu prendrais le temps de sortir du cadre si tu Puis veux tu pas le partir laisses. avec. Ouais, tu sais. Ouais. Ça, c'est... Moi, ce qui me laisse penser qu'il genre, il avait pas prévu quelle œuvre qu'il allait voler, genre. Oui, certainement. Donc, on va commencer avec notre premier suspect. C'est le gardien, disons, l'agent de sécurité Richard le Ricard. plus Mhm. ancien dans le métier. Richard, alias Rick. Donc, lui, il fait l'objet d'une attention particulière en raison de son comportement suspect la nuit du vol. Lors de sa patrouille, ce dernier ouvre brièvement la porte latérale du musée, puis la referme. Un mouvement qui, selon certains, aurait pu être un signal pour les voleurs garés à l'extérieur.
Par la suite, il déclare aux autorités que c'est une manière pour, comme vous dites tout à l'heure, c'est Pour assurer que la porte est fermée, nanana. ouais, ça tient pas la route pour moi cette histoire. Je sais pas. Pour moi, ça tient pas la Mais route. tu peux même, genre, comme, tu peux checker la porte si la porte est fermée ou elle est pas fermée. C'est genre comme, tu peux juste la Tu la pousser. Mhm. Ben, ça c'est le premier réflexe. Ouais. Moi, je lui ai comme donné une chance. Peut-être, on ouvre la porte et puis on la ferme. On sait pas la 10 porte est secondes. comment. 10 secondes, pas quelques minutes. Ouais. Donc, des soupçons aussi émergent également du fait que les détecteurs de mouvement n'ont enregistré aucune présence dans la salle bleue pendant que les voleurs étaient dans le musée. Les seuls pas enregistrés dans la pièce cette nuit-là sont ceux de Richard pendant sa patrouille, plutôt dans la soirée. Plusieurs semaines après le vol, un consultant en sécurité examine l'équipement du détecteur et détermine qu'il fonctionnait correctement. L'agent du FBI supervisait l'enquête. Dans ses premières années, a déterminé que les gardes de sécurité étaient trop incompétents et idiots Ouais. pour avoir participé au casse. C'est déjà le fait de laisser des policiers rentrer comme ça sans mandat d'arrêt, sans n'importe quel papier, sans demander leur nom, sans demander leur badge, dans un musée, il y a quelque chose qui cloche. Ou bien, comme il a dit, c'est un idiot. Pour moi, ça tient la route. Trop incompétent, je dirais 35%. Idiot, 65%. Oui, ouais, mais comme, il me semble que j'ai vu que justement, genre, le garde de sécurité qui avait, genre, formé, justement, Richard, il avait dit que dans le protocole, quand il y a de la police qui arrive, c'est d'appeler le poste de police puis de demander, puis de vérifier le numéro des badges. Ouais, c'est Qui a ça. pas été fait. C'est ça, exactement. T'as le C'est bouton ça ce à qu'il côté faut de faire. toi, bah, tu appelles. Est-ce que vous avez envoyé une patrouille? Ouais, c'est ça. Mais ils Ah, l'ont bah, pas juste fait. C'est quoi leur s'assurer. numéro de badge? Ouais. Puis tu vérifies avec... La raison pourquoi ils ont envoyé deux policiers. C'est ça. Puis même, tu sais, puis si les deux cambrioleurs avaient pas été assez préparés puis qu'ils avaient pas, genre, inventé des fausses matricules, ben, tu sais, du moment où est-ce que tu demandes la matricule puis ils sont comme, bah, j'en ai pas, ben, Ouais, tu c'est vois clair. qu'il y a quelque chose de wrong, là, tu sais. Ouais, Au lieu d'ouvrir la porte complètement. Mhm. donc idiot. Ok, donc, août 2015, le FBI publie la vidéo d'une caméra de surveillance datant de la nuit précédant le vol, montrant Rick laissant entrer un homme non identifié dans le musée et parlant avec lui au bureau de sécurité. Donc, Rick déclare aux enquêteurs qu'il ne se souvient pas de ce moment et qu'il ne reconnaît pas l'homme en question. Sollicitant l'aide du public pour identifier l'inconnu et malgré quelques témoignages, notamment ceux d'anciens employés, déclarant qu'il s'agit du chef adjoint de la sécurité du musée, décédé en 2014. Aucune piste concrète n'est trouvée par le FBI. Finalement, Rick décède en février 2024 à l'âge de 57 ans en ayant toujours déclaré son innocence depuis le vol. Là, c'est bizarre. On va voir d'autres suspects. Donc, parce que quand même, il y en a plusieurs. Donc, tout d'abord, juste après le vol du musée Gardner, un certain James Bulger, un criminel, un des criminels les plus puissants de Boston. Chef de gang. Exactement. À la tête du gang de Winter Hill, il affirme ne pas avoir organisé le cambriolage et aurait même demandé à ses hommes de déterminer l'identité des cambrioleurs. Genre. Ok. Donc, beaucoup de détails. Beaucoup de détails. On n'a pas encore fini de citer tous les suspects. Il y a aussi Brian McDevitt aussi. C'est un grand escroc
de Boston. De la ville. Ouais, qui était parmi les grands suspects, je dirais. Donc voilà. Ça n'a pas été résolu. On ne sait pas Rien où à sont les trouver. tableaux. Seule chose, c'est que les endroits où on a pris Les tableaux. sont restés vides Jusqu'à date. jusqu'à date. Ils sont restés vides. Parce que ça aussi, c'est dans le testament. Ok, donc merci beaucoup. Merci à Et toi pour l'histoire. on se revoit dans un autre épisode de Mystère. Mystère endormi. Bye bye.